Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Mais arrête enfin, dans quelle langue il faut que je te le dise? T'es pas un Gryffondor! Mais comment ça je suis pas un vrai Gryffondor? Non mais j'ai l'épée ou j'ai pas l'épée là? Mais il suffit pas de tenir l'épée dans la main, pauvre débile, faut la sortir aussi! Et ben t'as qu'à dégager de là, qu'est-ce que t'attends? Mais je peux pas, t'es pas un Gryffondor! Et ben voilà, non mais alors, c'est pas si compliqué. Ah bien maintenant, c'est quand même moi le patron ici que je sache. Et je vais enfin pouvoir ajouter ça à ma collection. Les amis, vous le savez, quand on arrive à Poudlard, l'école de magie, la première épreuve qu'on doit traverser est la cérémonie de répartition dans les différentes maisons. On vous pose un chapeau magique sur la tête, ce dernier sonde votre esprit pour savoir quels sont vos principaux traits de caractère, et selon ce qu'il y voit, eh bien vous serez envoyé soit à Serpentard, soit à Serdaigle, à Poufsouffle, ou bien évidemment à Gryffondor. La maison dans laquelle on a tous voulu aller quand on était plus jeune, étant donné que c'est la maison des héros de l'histoire, c'est la maison de Harry, de Ron et d'Hermione. Oui, parce qu'on va pas se mentir, on a effectivement tous fait le test sur Pottermore pour savoir quelle était notre vraie maison, et depuis on est tous plus ou moins le défenseur d'une maison en particulier, et parfois c'est pas Gryffondor. C'est même comme ça qu'on a appris que Poufsouffle c'était la meilleure maison. Il n'empêche qu'au départ, on voulait tous être à Gryffondor. La maison des braves, des courageux, des gens qui ne reculent devant rien. Ah bah c'est sûr que ça envoie quand même un petit peu plus que ceux qui pensent qu'à bouffer. Demandez à un Poufsouffle pourquoi il trouve ça trop cool d'être Poufsouffle. 95% du temps, ils vont vous répondre que la salle commune est à côté des cuisines. Et je sais de quoi je parle, je suis à Poufsouffle. Après bon, c'est pas totalement vrai qu'on pense qu'à bouffer, faut pas exagérer non plus. On picole aussi, comme l'atteste notre merveilleux objet légendaire qui n'est rien d'autre qu'une coupe. Donc certes, on n'est peut-être pas les plus intelligents, ni les plus courageux, ni les plus téméraires, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est les plus sympas. Et comme nos héros sont chez Gryffondor, forcément, c'est dans cette maison qu'on a passé le plus clair de notre temps. Ce sont les élèves de cette maison que l'on connaît le mieux. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'ils sont tous de bons Gryffondor? Est-ce que chacun d'entre eux aurait pu retirer l'épée de Gryffondor du chapeau magique? Bah oui, parce qu'ils sont vachement nombreux, et ils sont tous différents, même s'ils sont censés plus ou moins porter les mêmes valeurs. Peut-être qu'il y en a, qui ont rien à foutre là. Non, parce que Peter, petit gros, qui était à Gryffondor, alors qu'il était nul de chez nul, pas du tout courageux, et qui a fini par servir Voldemort, dis donc, toi, regarde un peu ce que t'as fait là, tu vas pas me dire que t'as pas déconné, c'était pas une erreur de casting, ça peut-être? Hein, dis donc, c'était pas une erreur de casting, ça peut-être? Saloperie! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça m'a fait vachement de bien. Bref, il y a forcément des élèves de Gryffondor qui sont de meilleurs Gryffondor que d'autres. Et par définition, il y a aussi des Gryffondor, du coup, qui sont de très mauvais Gryffondor. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible de les classer du pire Gryffondor au meilleur Gryffondor. Et c'est précisément ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais alors attention, contrairement à la plupart des tops sur internet, on va pas faire ça à l'instinct, on va pas faire ça à l'arrache, non non non. Vous êtes ici sur une des chaînes les plus sérieuses du YouTube Game Harry Potter. Nous allons établir notre classement en utilisant la science, grâce à une petite grille d'évaluation que j'ai moi-même inventée et que je vous explique tout de suite. Pour savoir qui est le meilleur élève de Gryffondor et du coup qui est le pire, il faut d'abord se poser la bonne question, c'est quoi un bon Gryffondor? Qu'est-ce qui fait qu'un élève va être à sa place dans cette maison et pas une autre? Et qu'on soit clair dès le début, quand je dis qui est un bon Gryffondor, je veux pas dire qui a les meilleurs résultats scolaires, parce que les résultats scolaires, c'est valable pour toutes les maisons étant donné qu'ils ont les mêmes matières. Nous, ce qu'on cherche dans cette vidéo, c'est vraiment qui sont les élèves qui sont de bons Gryffondor, lesquels ont les compétences, les qualités qui n'appartiennent qu'aux Gryffondor, lesquels ont les valeurs qui sont mises en avant par cette maison, et que doivent posséder ces élèves s'ils en sont vraiment dignes. Et après m'être penché sur la question, j'ai réussi à isoler 5 qualités que doivent posséder les Gryffondor. Tout d'abord, il y a le courage, car oui, un bon Gryffondor, c'est avant tout un sorcier courageux. Est-ce qu'il sera prêt à se mettre dans une situation dangereuse pour pouvoir avancer? Ou si c'est pas dangereux au minimum dans une situation inconfortable? Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il a à faire même si ça lui fait peur? Le courage, c'est un peu la qualité principale que doit posséder un Gryffondor. Puis qualité numéro 2, la chevalerie. Donc là, est-ce que le sorcier a le sens de l'honneur et de la loyauté? Est-ce qu'il va défendre ses convictions et ses valeurs coûte que coûte? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il va avoir tendance à les oublier un peu? Et surtout, est-ce qu'il se montre fidèle envers ses amis et ceux qui ont confiance en lui? Typiquement, j'en connais un qui aurait pas eu beaucoup de points là-dessus. Qualité numéro 3, la détermination. Ici, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si le sorcier va au bout de son combat. Est-ce qu'il va aller au bout de ce qu'il entreprend coûte que coûte? Ou alors, est-ce qu'il est facile
facile de le détourner de sa mission? Est-ce qu'il croit en ce qu'il fait, tout simplement? Bon, en gros, avec cette compétence, on cherche les sorciers qui n'abandonnent jamais, quoi. Qualité numéro 4, la force. Parce que mine de rien, le symbole de la maison Gryffondor, bah ça reste quand même un lion. Donc normalement, la force et les Gryffondor, bah ça va plutôt bien ensemble. Donc là, est-ce que nos Gryffondor en herbe sont des sorciers qui font preuve de force, qu'elle soit physique ou mentale? Est-ce que ce sont des sorciers faciles à influencer, faciles à faire douter? Ou au contraire, est-ce que ce sont des personnes qui ont des nerfs d'acier? Est-ce que c'est des durs à cuire ou des chiffres molles, tout simplement? Et enfin, qualité numéro 5, la noblesse. Et pour cette dernière qualité, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si le sorcier fait preuve de fair play, s'il est capable de reconnaître les gens en difficulté et de tout de suite accourir pour leur porter secours, est-ce qu'il respecte les autres, mais surtout, est-ce qu'il sait faire preuve d'unité avec ses camarades? Chacune de ces 5 qualités sera évaluée sur 4 points, ce qui fait qu'à la fin, chaque élève aura une note sur 20 qui nous permettra d'établir notre classement. Et alors, bien entendu, vous allez voir qu'on ne va pas classer tous les élèves de Gryffondor dans cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup trop, hein, il y en a même certains, on les connaît pas vraiment, donc ce serait très compliqué de leur donner une note. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur les personnages les plus connus de cette maison, ceux qui sont les plus emblématiques, qu'on a vu très souvent et qu'on connaît par conséquent plutôt bien. Ah oui, puis deuxièmement, on va pas non plus parler des maraudeurs par exemple, parce que j'ai choisi de me concentrer uniquement sur les élèves qui sont à Gryffondor au moment de l'histoire de Harry Potter. Donc tous ceux qui sont dans le passé, tous ceux qui étaient là à l'époque des maraudeurs, bah ceux-là non plus, on n'en parlera pas. Ceci dit, rien ne vous empêche de les noter vous avec la grille d'évaluation si ça vous amuse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle note vous leur auriez mis dans les commentaires. Et maintenant que vous saviez tout, on y va, on va pouvoir commencer. Découvrons ensemble qui est à la dernière place de ce classement, qui n'a rien à foutre là, qui mériterait qu'on lui pisse dessus tellement il est nul. Oui, c'est dégueu, mais vous verrez que quand je vous dirai qui c'est, vous serez d'accord avec moi et vous direz que j'ai raison. Découvrons ensemble qui est le pire élève de la maison Gryffondor. Numéro 9, Percy Weasley. Bon allez, c'est parti, au travail. Oui, Percy Weasley. Vous voyez quand je vous disais qu'il le méritait? Ah bah voilà, bah je vous avais bien dit que vous seriez d'accord. Ouais, non, Jean-Jacques, ça par contre c'est mon chat, ça. Oh pardon. Enfin, cela dit, je comprends, c'est vrai qu'on a vite fait de confondre, étant donné qu'un petit peu comme les chats, Percy est un gros enfoiré. Le mec n'est juste pas du tout un Gryffondor. C'est un sorcier qui est ambitieux, mais pas ambitieux bienveillant, du genre à avoir de grands projets pour le bien commun, non. Lui, c'est l'ambitieux égocentrique par excellence. Tout ce qu'il veut, c'est gravir les échelons, quel que soit le prix, quitte à écraser même jusqu'à sa propre famille s'il faut en passer par là. Donc déjà, niveau chevalerie et noblesse, bon bah je pense qu'on dira que c'est 0, hein. Non, parce que le gars passe quand même son temps à dénigrer et à abandonner les siens pour son petit intérêt personnel. Il fait même partie des premiers à tourner le dos à Harry quand ce dernier essaye de leur expliquer que Voldemort est de retour, et ce, uniquement pour se faire bien voir du ministre de la magie. Ah mais cherchez pas, ce type il a juste pas de race du tout. Puis niveau courage, bon bah on n'y est pas non plus, hein, parce qu'il faut vraiment avoir aucun courage pour devenir la carpette du ministre de la magie comme il l'a fait. En fait, Percy c'est vraiment le sorcier qui a rien à foutre à Gryffondor. Limite, il aurait eu sa place à Serpentard que ça aurait été vachement plus cohérent. Percy est l'exemple parfait de l'élève prétentieux, arrogant et pédant. Et il est très facile à manipuler en plus, puisqu'il se fait bêtement avoir par la propagande du ministère concernant le retour de Voldemort. Alors que, je veux dire, il a juste toute sa putain de famille qui est dans l'ordre du Phénix, les gars, et qui lutte donc activement contre les Mange-Morts et Voldemort. C'est donc un mec qui a normalement accès à un certain nombre d'informations plutôt fiables là-dessus. Il connaît même personnellement Harry Potter qui dit qu'il a vu le retour du Seigneur des Ténèbres de ses propres yeux. Et il est censé être son ami, mais non. Il préfère croire la propagande du ministre qui ferme complètement les yeux sur la vérité. C'est dingue quand même de faire confiance à personne comme ça. Après, bon, niveau détermination, on va pas se le cacher, là, il marque des points. Alors là, y a pas de problème. Parce que Dieu sait qu'il faut en avoir de la détermination pour pouvoir être capable de trahir jusqu'à sa propre famille pour atteindre tes objectifs. Ça, clairement, on peut pas lui retirer. Mais sinon, pour le reste, bah, je suis désolé, mon grand, mais y a rien qui va. Et c'est pour toutes ces raisons que Percy finit dernier de ce classement et qu'il obtient le titre prestigieux, toutefois, du pire élève de la maison Gryffondor. Et sur ce, passons au numéro 8. Numéro 8, Olivier Dubois. Le problème avec Olivier Dubois, c'est qu'on le voit pas souvent en dehors du Quidditch. Et donc forcément, au début, je me suis dit qu'on le connaissait pas vraiment très bien et que ça allait être difficile de le noter. Et puis je me suis rappelé que s'il y avait bien un truc qui permet de vraiment connaître la vraie personnalité des gens, c'était bien le sport et plus précisément la compétition. Ce qui veut dire qu'en fait, Olivier Dubois, eh ben on le connaît vachement bien. Et il se trouve que c'est une grosse merde. Eh oui. Bah en même temps, s'il a eu 9 sur 20, fallait pas s'attendre à des miracles. Et déjà, commençons par ce qui va, parce que quand même, il y a des trucs qui vont bien.
Un peu comme Percy, niveau détermination, clairement, il y a rien à lui reprocher. En tant que capitaine de l'équipe de Gryffondor, on le voit assez souvent, il est prêt à beaucoup de choses pour atteindre la victoire, et ne reculerait devant rien pour ramener la coupe à la maison, sauf que c'est aussi précisément là que se trouve l'intégralité de ses problèmes. Parce qu'Olivier Dubois est justement un peu trop prêt à tout pour ramener la coupe à la maison, même à mettre ses joueurs en danger de mort. Comme par exemple le moment où à la fin du premier livre, il reproche à Harry d'avoir fait perdre son équipe parce qu'il n'était pas là pour jouer le dernier match contre Serdaigle, infligeant de ce fait, et je cite Olivier, la plus cuisante défaite subie par Gryffondor depuis 300 ans. Oh mince Dubois, je suis vraiment désolé. C'est vrai qu'à cause de moi on a perdu, et c'est de ma faute parce que j'étais pas là. Mais espèce de gros débile! Si j'étais pas là, c'est parce que je venais de me battre contre Voldemort pour sauver ton cul! Dis-moi merci plutôt! J'hallucine, il aurait préféré que Voldemort soit de retour l'autre, mais on a gagné la coupe du Quidditch du collège! Super, et en plus il blâme Harry parce qu'il dit c'est de ta faute, t'étais pas là, et du coup on a joué avec un joueur de moins et on n'avait pas d'attrapeur, alors que ça te serait pas venu à l'idée de, je sais pas, prévoir des remplaçants par exemple. En fait c'est de sa faute à lui et il met tout sur le dos d'Harry, voilà ce qui se passe. Non mais oh, ça va bien oui. Mais bon allez, je me calme un petit peu, c'est vrai je me suis peut-être un petit peu emporté, allez, on va mettre ça sur le compte du stress. Après tout c'est arrivé qu'une seule fois, ça veut pas dire qu'il est vraiment comme ça, pas vrai? Puis l'année suivante, il est dégoûté parce que toute l'équipe de Serpentard a un Nimbus 2001 et se plaint que ce soit pas très fair-play. Tiens c'est marrant, tu disais pas ça quand Harry a eu un Nimbus 2000 l'année dernière. Donc tu m'excuses, mais niveau fair-play, on repassera. Et lors de la 3e année de Harry, donc durant sa 7e année à lui, Dubois dira carrément à Harry qu'ils ont encore perdu à cause de lui, parce qu'il était poursuivi par les détraqueurs, et du coup il menace même de le virer de l'équipe parce qu'il attire les détraqueurs. Et il a raison Dubois, je suis d'accord avec lui, c'est super chiant d'avoir des détraqueurs sur le terrain. Comment tu veux qu'on joue comme ça? Mais pourquoi tu t'en prends à Harry, sombre tête de limace? Tu crois qu'il est content lui d'être poursuivi par les détraqueurs? Il y est pourquoi lui? C'est pas lui qui leur a demandé de lui courir après. Ah non mais belle valeur, hein, y a pas à dire. Et attendez, je vous ai pas parlé encore de l'éclair de feu. Vous le savez, à un moment donné dans le livre, Harry reçoit un éclair de feu de la part de Sirius Black. Dans le film c'est tout à la fin, mais dans le livre en fait c'est beaucoup plus tôt que ça. Et Olivier Dubois se dit bah super, du coup on va pouvoir gagner plein de matchs. Encore une très belle démonstration de fair play d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Mais comme à ce moment-là de l'histoire on pense que Sirius Black est à la recherche de Harry pour le tuer, l'éclair de feu est confisqué le temps de l'analyser pour être sûr qu'il est bien clean et qu'il n'y a pas de risque. Et pendant tout ce temps-là, Harry peut pas s'en servir parce qu'on sait pas ce que ça pourrait faire, ça se trouve c'est dangereux. Mais c'est pas pour le punir, c'est pour le protéger, c'est parce que le balai pourrait être piégé. Ce à quoi Olivier Dubois répond qu'il s'en fout, hein, que c'est scandaleux, qu'il faut absolument récupérer le balai. En gros, Harry il peut crever hein, du moment qu'on gagne les matchs parce qu'on a un éclair de feu, c'est tout ce qui compte quoi. Et je sais que dans les films il a l'air sympa, mais dans la réalité, c'est vraiment pas du tout un mec sympa, Olivier Dubois. Et il vaut même pas beaucoup mieux que Percy en réalité. Et puis en plus, il arrête pas de blâmer tout le monde parce qu'il perd tout le temps, mais vous trouvez pas que lui-même c'est un très très mauvais gardien? Non parce que moi oui hein. Et force est de constater qu'Olivier Dubois n'est pas du tout un bon Gryffondor. Clairement il porte pas du tout les valeurs de sa maison. Et en fait le seul truc qui est bien, c'est ce qu'on a dit au début, c'est sa détermination, mais malheureusement une qualité sur 5, et bah ça suffit pas. C'est pour ça qu'il a que 9 sur 20 et qu'il se retrouve derrière notre numéro 7 qui n'est nul autre que... Numéro 7, Seamus Finnegan. Seamus Finnegan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Seamus Finnegan? Bah, en fait, on s'en fout de Seamus Finnegan. On va pas tourner autour du pot pendant 100 000 ans, c'est sûrement le Gryffondor le plus RAB qu'on a jamais vu de notre vie. Et je parle pas de Regulus Arcturus Black, je dis RAB pour rien à battre. Hein. Et je suis désolé, mais y a rien à faire, il est pas méchant Seamus, mais c'est juste que, je sais pas, il me laisse totalement indifférent, ce gars. Et si pour l'instant c'est plutôt mon ressenti perso qui parle, maintenant on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il déclenche cette émotion chez moi, ou une absence totale d'émotion en l'occurrence. On va essayer de comprendre pourquoi j'en ai rien à foutre de Seamus Finnegan, en se servant bien évidemment de ma petite grille. Déjà 13 sur 20, c'est pas une note trop horrible, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus la folie du slip. En fait Seamus c'est plutôt un Gryffondor moyen. On peut pas franchement dire que c'est la maison qui lui colle le mieux. D'ailleurs c'est pas moi qui l'invente ça, même le Choixpeau lui-même a longtemps hésité avant de finalement l'envoyer à Gryffondor. Mais à titre personnel, moi je trouve qu'il aurait fait un bien meilleur Serpentard ou même un Poufsouffle. Parce que niveau courage, bon bah c'est pas ouf. Il s'est enfui quand Lockhart a lâché des lutins de Cornouailles dans sa classe alors que 2 secondes avant il faisait le cacou. Des lutins de Cornouailles, MDR, LOL, XPTDR. Ah bah si c'est bon pour toi, je peux ouvrir la cage alors. Ah
Dis donc, monsieur Finnegan, c'est pas très Gryffondor, ça. Mais là où il perd le plus, c'est qu'il est assez facile à manipuler d'une part, puisqu'il croit à la propagande du ministère concernant le retour de Voldemort. Il se monte aussi très facilement la tête concernant Harry, genre comme quand il croyait qu'il était l'héritier de Serpentard dans la chambre des secrets et qu'il a commencé à lui faire la gueule et à l'éviter pour ça. Ce qui fait qu'en plus, niveau loyauté, on peut pas franchement dire qu'il soit irréprochable. Parce que quand on y repense, le mec, il a quand même été contre Harry dans le 2, avec cette histoire d'héritier de Serpentard, là. Dans le 4, puisqu'il fait partie des élèves qui ont emmerdé Harry par rapport à la coupe de feu. Et dans le 5, puisqu'il a encore emmerdé Harry par rapport au retour de Voldemort. En fait, Simus, c'est le mec qui aime vraiment bien bitcher sur les autres, quoi. Et en soi, ok, on le fait tous un petit peu, c'est pas grave. Sauf que ça, c'est pas du tout raccord avec les valeurs de sa maison. Sans compter qu'il est aussi vachement égoïste, puisqu'il ira même jusqu'à bitcher sur Dean Thomas, son meilleur ami, quand celui-ci se montrera meilleur que lui au Quidditch. Parce qu'à un moment donné, Dean Thomas, il fait les sélections de Quidditch et il est pris dans l'équipe pour le poste que Simus visait, et au lieu d'être content pour lui, Simus va lui faire la gueule et lui reprocher d'avoir ce poste. Sauf que, si Dean est meilleur que toi, il est meilleur que toi, et 2, mais mec, c'est ton meilleur pote. Tu devrais pas plutôt être content pour lui au lieu d'essayer de le descendre. Et puis Simus, c'est aussi un élève qui est très maladroit, j'en parle que maintenant, mais c'est sans doute son plus grand trait de caractère. Il rate régulièrement ses sortilèges et déclenche des explosions à la place. En cours de potion, il fait fondre son chaudron et répand sa potion dans toute la pièce. Il est loin d'être très fort en magie. On l'a même vu tenter de créer du rhum à partir d'un verre d'eau. Ah, pardon, j'ai rien dit, finalement 20 sur 20, j'adore ce mec. Et rater son coup en faisant tout exploser. Ok, c'est bon, je me casse. En fait, t'as décidé d'être constamment décevant, toi. Après, on va pas non plus trop lui tirer dessus parce qu'il a quand même eu 13 sur 20. Donc c'est pas non plus catastrophique, on est très loin d'être sur des très mauvais Gryffondor comme ceux d'avant. Il a pas mal de faiblesses qui font qu'on peut pas lui mettre tous les points dans toutes les catégories, mais d'un autre côté, il y a aucune qualité de Gryffondor où il a 0. Et ce qu'il sauve principalement, c'est que quand il se rend compte de tout ce qu'il a fait, il est capable de se remettre en question, de reconnaître qu'il a été dans l'erreur, et il est même capable de se reprendre et de se battre du bon côté cette fois. Il fait partie de l'armée de Dumbledore par exemple, et il a participé aussi à la bataille de Poudlard. Il a pas eu un rôle décisif ou déterminant, mais n'empêche qu'il était là. Et ça, c'est le principal qui montre qu'en réalité, il a appris au sein de sa maison. Pour moi, Simus, c'est typiquement le Gryffondor qui n'était pas un Gryffondor au début, mais qui a appris à le devenir au fur et à mesure de l'histoire, pour enfin devenir un vrai Gryffondor à part entière à la fin du récit. Seulement, comme ces élèves, je les juge sur l'intégralité de leur scolarité, donc sur leurs 7 années, je suis quand même obligé de tenir compte aussi de tous leurs échecs, parce que c'est tout au début de l'histoire qu'ils ont été placés à Gryffondor. Et c'est pour ça qu'il n'a que 13 sur 20, parce qu'il a plein de défauts qui font qu'il n'est pas du tout un bon Gryffondor, mais qu'il n'y a rien de suffisamment grave pour faire de lui un mauvais Gryffondor. Et sur ces bonnes paroles, on peut passer à notre numéro 6. Numéro 6, Ron Weasley. Quoi? Mais déjà, Ron, il est que 6ème? Eh bah oui, il est que 6ème, oui. Mais laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Déjà, on va quand même relever qu'il est 6ème, certes, mais avec quand même un 15 sur 20. Donc on est très loin d'être sur un mauvais Gryffondor. Ça, pour le coup, c'est indéniable. Par contre, le truc, c'est que si je me fie à ma grille, Ron est assez loin de cocher toutes les cases. Et il se trouve qu'il y en a aussi 5 autres qui ont eu une meilleure note que lui. Mais bougez pas, je vous explique. Dans l'ensemble, Ron est un bon Gryffondor. Mais il y a plusieurs choses qui pêchent quand même chez lui. À commencer par son courage, qui est un peu à géométrie variable. C'est-à-dire qu'à certains moments, il va se montrer très courageux, très brave, comme lors de la partie d'échecs où il accepte carrément de se sacrifier, mais d'autres fois, il va se montrer complètement terrorisé et aura vite tendance à céder à la panique, comme dans l'antre d'Aragog par exemple. Là, s'il n'y avait pas eu Harry pour vouloir absolument résoudre le mystère de la chambre des secrets, je suis pas sûr du tout que Ron aurait poussé les recherches jusque-là. Suivez les araignées. Non. Ouais, Ginny, c'était pour te dire que je suis ravi de t'avoir connu, mais tu vas crever maintenant. Ouais. Allez, ciao ma poule. À la prochaine, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, salut. Ah, sacré Ginny. Des araignées, non mais ça va pas. En fait, Ron, il est courageux parce qu'il a un ami qui est courageux. Il l'est pas naturellement. Il est plus brave et loyal que courageux en réalité. Puisque s'il accepte d'affronter ses peurs, c'est uniquement parce qu'il a encore plus peur de pas pouvoir aider ses amis. Et d'ailleurs, je dis qu'il est loyal, mais en réalité, même en termes de loyauté, il est pas du tout ultra au point. Non, parce que lui aussi, il fait partie des élèves qui ont tourné le dos à Harry quand il a été obligé de participer au tournoi des 3 sorciers dans la coupe de feu. Et bien évidemment, comment parler de la loyauté de Ron sans évoquer le fameux passage où il abandonne Hermione et Harry dans la forêt uniquement parce qu'il est jaloux. Et certes, je sais, il le fait parce qu'il est affecté par le Horcrux, ce qui altère son humeur. Mais sauf que Harry et Hermione, ils ont pas fait ça, eux. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans la vidéo de la face cachée de Ron. Le principal problème de Ron, c'est qu'il souffre de la comparaison avec des gens qui sont très bons. D'abord avec ses grands frères qui ont tous été de très brillants élèves à Poudlard, puis ensuite avec Harry, dont il est condamné à être l'éternel second, puisque Harry
Harry c'est l'élu, lui c'est juste le pote de l'élu, et ça a un sale travail. C'est ça qui le pousse parfois à perdre patience. C'est parce qu'il se sent lésé par rapport aux autres qui ont plus de succès que lui. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui nous permet d'observer sa plus grande force. Parce qu'il est très tenace, Ron, et même s'il se sent moins bon que les autres, même s'il a le sentiment de devoir atteindre des sommets pour ne pas être la 5e roue du carrosse, même si ça le gonfle un peu d'être uniquement le roue de secours, il pète un câble de temps en temps, mais à côté de ça, il surmonte les obstacles. Il combat ses peurs et affronte n'importe quel danger ou n'importe quel ennemi qui se présente à lui. Bref, en un mot commençant, Ron est un bon Gryffondor, mais pas un parfait Gryffondor. Ce qui n'est absolument pas grave, parce que c'est pas non plus le cas de nos numéros 5, même s'ils ont quand même un petit truc en plus. Et si vous êtes attentif, vous avez remarqué que je parle au pluriel, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont deux. Numéro 5, Fred et George Weasley. Mais dis donc, Onyxais, c'est pas bien. Enfin, c'est pas parce que c'est des jumeaux que c'est exactement la même personne. Tu devrais avoir honte de stigmatiser les gens comme ça. Bah oui, je sais, mais sauf qu'en l'occurrence, là, Fred et George, je suis désolé, mais c'est les mêmes. Donc forcément, ils ont la même note et ils sont donc à la même position dans le classement. Avec quand même un joli 16 sur 20. Et oui, parce qu'avec Fred et George, on commence à arriver dans les élèves qui sont d'excellents Gryffondors. Donc forcément, à partir de maintenant, ils seront tous très très bien, pour plus ou moins les mêmes raisons. À partir de maintenant, ils sont tous très courageux, ils sont tous de très bons sorciers. Bref, ils ont tous les grandes qualités qu'ils sont censés avoir pour faire partie de la maison Gryffondor. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas tous au top du top sur toutes les qualités, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Parmi les qualités évidentes des jumeaux Weasley, celles où ils ont eu tous les points selon moi, on retrouve la détermination, le courage et la force. Et je pense que c'est largement mérité, étant donné qu'on a affaire à deux sorciers qui sont très actifs dans la lutte contre Voldemort. Ils participent à énormément d'actions fortes, à commencer par l'armée de Dumbledore, mais pas seulement, puisqu'ils acceptent aussi de servir d'appât lors de la bataille des 7 Potters, et donc de prendre le risque de se faire tuer. L'un d'eux sera d'ailleurs grièvement blessé pendant ce combat, tandis que l'autre donnera carrément sa vie pour permettre au bien de triompher lors de la bataille finale à Poudlard. Ah, et si jamais vous vous posez la question, oui, j'ai fait exprès de pas dire lequel des deux a fait quoi, parce que non, je m'en rappelle pas, et oui, j'ai la flemme d'aller vérifier. Poursuivons maintenant. Mais Fred et George, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des sorciers fermement déterminés. Tellement déterminés à aller au bout de leurs idées qu'ils iront jusqu'à arrêter leurs études pour lancer leur propre boutique sur le chemin de traverse, tellement déterminés qu'aucune heure de retenue n'a jamais réussi à les empêcher d'agir, et tellement talentueux qu'ils sont capables d'inventer des objets magiques. Ce qui est loin d'être simple, et je pense qu'on l'oublie souvent, mais les jumeaux Weasley, à leur manière, sont des sorciers vraiment brillants. Ils ont de très mauvaises notes et une très mauvaise scolarité, certes, mais c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que le système scolaire ne correspond pas à leur personnalité. Ce n'est pas dans une école qu'ils vont exprimer leur vrai potentiel. C'est juste qu'ils sont pas faits pour un système comme l'école. Mais par contre, s'ils ont eu effectivement tous les points en courage, en détermination et en force, vous le voyez sûrement venir, on ne peut pas en dire autant pour la chevalerie et la noblesse. Et je pense que ça devrait pas étonner grand monde. En tout cas, si ça vous étonne, c'est que vous les connaissez vraiment pas bien. Le problème de Fred et George, c'est que ce sont des électrons libres, qui ne font que ce qu'ils veulent et surtout qui font n'importe quoi. Ils sont extrêmement imprévisibles et c'est très difficile du coup de leur faire confiance. Et c'est pas tout d'ailleurs, puisqu'on sait aussi que ce sont des tricheurs, comme on l'a vu dans la coupe de feu, quand ils ont essayé de forcer la coupe de feu à les faire participer au tournoi, alors qu'ils n'ont pas l'âge requis et que normalement ils ont pas le droit. Niveau fair play, on peut pas non plus dire qu'ils sont toujours au rendez-vous. Ils sont menteurs, désobéissants, même avec leur propre mère, qu'ils respectent, hein, ça y a pas de problème, mais en agissant ainsi, bah du coup ils perdent pas mal de points. Sans parler du fait qu'en plus de tout le reste, dans la coupe de feu, on a vu qu'ils étaient aussi adeptes des paris et des jeux d'argent, et ce même quand la vie des participants est mise en jeu. Donc encore une fois, niveau noblesse et chevalerie, bon bah peut mieux faire. Et c'est comme ça qu'ils perdent 4 points qui les séparent d'un 20 sur 20. C'est pour ça qu'ils finissent à la 5e place, et c'est pour ça que la personne qui est numéro 4 n'est nulle autre que... Numéro 4, Ginny Weasley. Avant de commencer, sachez que j'adore Ginny. Mais dans les bouquins, qu'on soit d'accord. Parce que dans les films, elle est vraiment bien plus insipide que dans les livres où c'est une méga badass de ouf. Qu'est-ce qu'elle est courageuse. Déjà, elle a un caractère franchement bien trempé. Clairement, Ginny, faut pas la faire chier. La seule personne qui arrive à l'intimider un tant soit peu, c'est Harry, et uniquement parce qu'elle est amoureuse de lui. Mais sinon, elle est vraiment un exemple de force, un exemple de détermination qui participera à tous les combats tout au long de la saga. Là-dessus, elle ressemble pas
pas mal à Fred et George en un sens. Et quand on regarde là où elle a le maximum des points dans ma grille d'évaluation, bah c'est exactement aux mêmes endroits que pour les jumeaux. Et comme Fred et George, elle aussi elle perd un peu de points en chevalerie et en noblesse. Par contre le truc c'est qu'elle les perd pas exactement pour les mêmes raisons. Parce que là où Fred et George avaient un peu le rôle des gentils casse-couilles, Ginny elle tient plutôt le rôle de la personne qui est quand même assez manipulatrice. Et même si c'est pas non plus hyper grave, hein, on n'est pas non plus sur une personne ultra toxique qui passe son temps à manipuler tout le monde, il n'empêche que par moment, eh ben on peut la voir être un peu méchante. Comme quand elle bitch sur Fleur de la Cour qui commence à fréquenter Bill. Elle l'insulte et elle s'amuse à l'appeler Flurk derrière son dos. C'est pas vraiment très gentil. Et si elle finit par sortir avec Harry, devenir son épouse et avoir des enfants avec lui, faut pas oublier la manière dont elle a tenté sa chance au départ. En sortant avec d'autres garçons uniquement pour voir la réaction de Harry et uniquement pour le rendre jaloux, jouant ainsi avec les sentiments de ses autres garçons et ceux de Harry, dans le seul et unique objectif d'atteindre son but, devenir sa copine. Dites donc Madame Weasley, c'est pas très classe, ça c'est pas très Gryffondor. Chevalerie et noblesse on a dit. Après ça, bon, on va dire que ça va encore, mais par contre, ces mêmes défauts l'ont aussi amené à faire quelque chose qui, là par contre, est vraiment grave, et ça se passe au moment où elle s'est faite manipuler par le journal de Gédusor dans la chambre des secrets. Parce que quand elle s'en est rendue compte et que c'était à cause d'elle qu'il y avait tous ces problèmes, elle n'a rien dit à personne et a préféré cacher la vérité en jetant le carnet dans les toilettes pour se débarrasser des preuves. Et normalement, un élève de Gryffondor dans cette situation-là, chevalerie et noblesse, que fait-il? Bah il va voir Dumbledore ou alors McGonagall, il lui donne le carnet et il lui explique tout. Comme ça au moins les personnes compétentes sont prévenues, elles vont pouvoir s'en occuper, parce qu'elles savent maintenant d'où vient le danger et donc elles vont pouvoir lutter contre. Non parce qu'à cause de ces conneries, Dumbledore a quand même été suspendu de son poste de directeur, et Hagrid a fait un petit séjour à Azkaban quand même. Et excusez-moi du peu, mais il me semble pas non plus qu'elle se soit manifestée une fois que tout ça était arrivé. Enfin, au moins aucun élève n'a failli mourir en allant la chercher quand elle s'est fait enlever dans la chambre des secrets, c'est déjà pas mal. Ah mais attends, si, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, je l'ai dit et je le maintiens, j'adore Ginny. Elle a plein de qualités qui font d'elle une Gryffondor en or. Une Gryffondor d'or du coup. Ce qui veut dire que quand Ginny va se coucher et que son lit est dans le jardin près de la niche du chien, on peut dire que la Gryffondor d'or dehors avec Médor. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu égaré. Mais comme elle a tendance à mentir, à cacher des choses et à manipuler un peu les autres, elle ne finit que 4e du classement et ne peut pas atteindre la première marche du podium. Ce qui n'est pas le cas de notre numéro 3 qui n'est nul autre que... Numéro 3, Harry Potter. Harry Potter, le survivant, aussi connu sous le nom de putain de gamin imbutable que personne n'arrive à flinguer alors que pourtant on est tous sur son dos, du côté des forces du mal. Et non, il n'est pas premier du classement, bien qu'il possède bien évidemment tout un tas de qualités qui font de lui un excellent Gryffondor. Et pour le coup ça va aller très vite parce que je pense que vous savez déjà tout. Son courage, sa chevalerie, sa détermination et sa force ne sont clairement pas approuvés. Avec Harry, on a affaire à un jeune garçon qui passe juste son temps à affronter Voldemort, même quand on ne lui demande rien, et qu'il n'a que 11 ans, bon sang de bois. Au cours de sa première année, il va protéger la pierre philosophale pour empêcher le retour de Voldemort, puis il vole au secours de Ginny dans la chambre des secrets en affrontant un basilic, avec l'épée de Gryffondor, hein, donc on a un jeune garçon qui va aller sauver une demoiselle en détresse coincée dans l'antre d'un monstre au fin fond d'un château avec une épée. Est-ce qu'on peut avoir encore plus de clichés sur la chevalerie, s'il vous plaît? Et puisqu'on parle de l'épée de Gryffondor, bah rien que ça, c'est quand même assez révélateur, étant donné que seul un vrai Gryffondor peut retirer l'épée du choix-peau magique. Il libère Dobby de la famille Malfoy, il sauve Sirius Black de la peine capitale, il affronte des dragons, des monstres aquatiques, des mages noirs, et il met même toute son existence entre parenthèses pour aller chasser les Horcruxes de Voldemort, dans le seul et unique but de vaincre une bonne fois pour toutes le Seigneur des Ténèbres. Tandis que moi, pendant ce temps-là, j'ai une lessive à accrocher depuis une semaine et j'ai encore oublié de sortir les poubelles. Mais bon, c'est pas ma faute, en même temps, c'est juste que dans le coin, en ce moment, bah, y a pas trop de dragons, là. Mais fort heureusement, il n'a pas 20 sur 20, ce qui signifie qu'en réalité, il a quelques défauts, ce qui signifie qu'on va pouvoir lui montrer qu'en réalité il vaut pas mieux que nous, cette espèce de sale petit prétentieux. Et ça tombe très bien qu'on en parle, transition de malade, puisque le principal problème de Harry, c'est justement qu'il est assez prétentieux. C'est pas pour rien que je lui ai enlevé 2 points en noblesse. Harry est prétentieux, il pense tout savoir mieux que tout le monde, et n'écoute que très rarement les autres, quand bien même ce seraient des adultes. Même Albus Dumbledore n'arrive pas toujours à lui faire entendre raison. Clairement, Harry, c'est le sorcier qui est l'élu et qui le sait
c'est un peu trop bien parfois. Et ok, l'arrogance c'est un peu le problème qui va de pair avec les Gryffondors d'une manière générale. Parce que comme c'est les courageux, les braves, etc., ils ont tendance à être du coup un peu prétentieux, mais n'empêche que du coup c'est pas très raccord avec la noblesse, qui est une valeur importante qu'ils sont censés porter, je le rappelle. Surtout qu'en ce qui concerne Harry, ça l'amène à faire des conneries assez souvent. Genre à en avoir systématiquement après Rogue, juste parce qu'il l'aime pas au point de régulièrement le balancer à Dumbledore. On dirait vraiment un sale gosse qui essaye de faire virer un de ses profs parce qu'il le trouve trop sévère. Et ça l'amène aussi tout le temps à accuser Drago de tout et de rien sans le moindre fondement, sans même l'ombre d'une preuve, jusqu'à l'accuser d'avoir ouvert la chambre des secrets et d'être l'héritier de Satan en personne. Et ça s'améliore pas avec l'âge, puisque en 6e année, il va lui lancer un Sectum Sempra sans savoir ce que ça fait. Donc il s'est littéralement servi d'un autre élève pour tester un sort dont il connaissait même pas les effets. Donc oui, Harry est un excellent Gryffondor, mais c'est aussi parfois un petit peu une sale race de temps en temps. Et maintenant, voyons qui est le numéro 2, la médaille d'argent de ce classement. Numéro 2, Neville Londubat. Évidemment que Neville est l'un des meilleurs Gryffondors de sa maison. C'est pas compliqué, il a tout, Neville. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai décidé de faire cette vidéo au début, je pensais vraiment que j'allais mettre Neville en top 1 du classement. Juste parce qu'il est génial, enfin je sais pas quoi vous dire de plus. Il est courageux, déterminé, brave. Il n'hésite pas à tout affronter pour faire triompher le bien, et il est même capable, comme on l'a vu dans le premier tome de l'histoire, de se mettre en travers du chemin de ses propres amis quand il pense qu'ils agissent mal. Il est prêt à se battre 1 contre 3 alors qu'il sait très bien qu'il est moins bon qu'eux. Et il est constant en plus de ça, puisque jusqu'à la fin de l'histoire, il sera comme ça. Car quand tout le monde pense que Harry est mort, que tout le monde pense que c'est terminé, que le Seigneur des Ténèbres a gagné, qu'il n'y a plus aucune chance, qui est le premier et le seul au départ à encore s'opposer à Voldemort, à encore vouloir résister alors qu'il est blessé? C'est Neville. Et au cours de ce combat, en plus, on verra qu'il est lui aussi capable de sortir l'épée de Gryffondor du Choixpeau, ce qui nous prouve bien qu'il est un vrai Gryffondor. Donc à partir de là, on peut pas vraiment se tromper. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Pourquoi est-ce que finalement il n'est que 2e du classement, alors qu'à la base j'avais prévu de le mettre premier? Tout simplement parce qu'il lui manque un point, un tout petit point en force. Et pas parce qu'il est moins fort que les autres, parce qu'on pourrait se dire que ah bah oui c'est vrai, Neville il est pas très bon en magie, mais en fait non, pas du tout. Il est pas bon en magie au début de l'histoire, quand il n'a pas sa propre baguette. Parce que je vous rappelle que la baguette qu'il a au début de l'histoire, c'est la baguette de son père. Donc c'est pas sa baguette, la baguette n'a pas choisi Neville, donc il peut pas l'utiliser à son plein potentiel. Mais par contre, quand enfin il obtient sa propre baguette, il devient vachement bon et il est même capable de lancer un Patronus, ce qui est loin d'être facile, donc il est un très bon sorcier. C'est pas pour ça qu'il perd un point en force. Par contre, là où il perd un point en force, c'est que le principal problème de Neville, c'est qu'il manque cruellement de confiance en lui. Concrètement, on peut pas dire qu'il a des nerfs d'acier et qu'il est pas facile à faire douter. C'est pas quelqu'un qui a un très fort caractère, Neville. En tout cas, pas au début. Et Neville a toujours été un vrai Gryffondor, mais ce n'est qu'à la fin de l'histoire qu'il devient vraiment un parfait Gryffondor, en apprenant justement à surmonter ce manque de confiance en lui. Mais s'il y a bien un élève qui est un parfait Gryffondor, selon moi, et ce dès le début, et qui se trouve être la meilleure élève de Gryffondor de sa génération, normalement je pense que vous l'avez vu venir étant donné qu'il n'y a plus qu'une seule personne dont j'ai pas parlé, mais on va quand même faire semblant qu'il reste un peu de suspense, et je vais prendre mon ton solennel pour vous faire cette annonce, histoire de rendre tout ça un petit peu sérieux. Il est temps maintenant de répondre à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Il est temps pour nous de découvrir qui est, a toujours été et demeurera à jamais la nouvelle Miss France 2025. Mais qu'est-ce que je raconte? Le meilleur élève de Gryffondor de sa génération. Numéro 1, Hermione Granger. Bon, et bah que dire, à part que Hermione est absolument parfaite en tout en tant que Gryffondor. En même temps, 20 sur 20, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Y a rien à redire, et s'il y a rien à redire, bah c'est parce que tout y est, voilà. Hermione est de très loin celle qui incarne le mieux les valeurs de sa maison, et elle le prouve tous les jours depuis le début. Elle affronte le danger avec un calme hallucinant, elle ne cesse jamais de réfléchir à ce qu'elle fait, et prend systématiquement la bonne décision, parce qu'elle est posée, calme et réfléchie. Elle ne se laisse pas non plus avoir par les traquenards et les rumeurs, mais surtout, elle est quelqu'un qui se bat pour le bien dans tous ses aspects, aussi bien quand il s'agit d'affronter les mange-morts ou de défendre les causes qui lui sont chères à elle. Parce qu'Hermione, c'est pas uniquement une jeune fille brillante, courageuse, calme, exemplaire et tout ce que vous voulez, c'est aussi une personne qui se bat pour des causes qui ne sont pas les siennes. Et pour illustrer ce propos, bah bien évidemment qu'on va parler de la Salle, l'association que Hermione a créée pendant sa 4e année pour défendre les droits des elfes de maison qui sont en esclavage. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment le truc principal qui montre que Hermione est la meilleure Gryffondor. C'est l'exemple
l'exemple parfait qui montre absolument toutes ses qualités. Parce que déjà à ce moment-là, elle a rien à gagner à défendre les elfes de maison, elle le fait vraiment parce qu'elle trouve ça scandaleux que les elfes de maison soient si maltraités et qu'elle veut améliorer leur situation, mais en plus elle le fait malgré les brimades, malgré les critiques et toutes les tentatives de découragement que tout le monde essaiera de lui faire, même quand elles viennent de ses meilleurs amis Ron et Harry. Hermione est une élève qui croit en ce qu'elle fait et qui va jusqu'au bout de ce qu'elle entreprend. C'est plus que de la détermination, c'est un TGV lancé à pleine vitesse qu'il est impossible de dévier. Pour vous dire, elle croit tellement en ce qu'elle fait que quand elle devient ministre de la magie après l'histoire de Harry Potter, elle continue à défendre les droits des créatures magiques, donc même des années après avoir créé la salle, elle poursuit le combat qu'elle a débuté quand elle était collégienne. Et je vous promets, j'ai très longtemps cherché pour essayer de trouver un truc qui va pas chez Hermione. Un truc qu'on pourrait lui reprocher et qui font d'elle une Gryffondor pas si parfaite que ça finalement. Mais non, y a rien à faire, elle est totalement à sa place à la maison Gryffondor. Alors après, bien sûr que Hermione a des défauts, et évidemment, comme tout le monde. Elle est pas très sociable par exemple, en tout cas pas au début, et a tendance à voir d'un très mauvais œil tous ceux qui ne sont pas exemplaires, mais en même temps, voir d'un mauvais œil, ça veut pas dire critiquer ou descendre, parce que Ron par exemple, ça l'énerve qu'il fasse passer devoir, mais elle va quand même l'aider et essayer de le faire progresser. Et d'ailleurs, faut voir comme elle est gentille avec Neville au début. C'est pas le fait d'avoir des mauvaises notes qu'elle tolère pas, c'est l'absence d'effort. En fait, ce qu'elle aime pas, c'est quand les gens font rien et qu'ils glandent. Donc c'est pas un manque de noblesse ni un manque de chevalerie, ça. Et parmi les défauts qu'elle a, bah en fait, y a rien qu'on peut vraiment reprocher à un Gryffondor. Et dans cette vidéo, c'est ça qu'on cherche. On cherche pas à trouver qui est l'être humain parfait, on cherche à trouver qui est l'élève qui représente le mieux la maison Gryffondor. Ce qui veut dire que tous ces défauts, Hermione n'entre pas en ligne de compte ici. Et pour ma part, il ne fait aucun doute qu'aucun Gryffondor n'est plus digne de représenter les valeurs de sa maison que Hermione Granger. Et c'est avec un immense plaisir que je lui décerne officiellement le titre de meilleur élève de Gryffondor de l'histoire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous en mets deux autres juste ici, toujours en rapport avec Harry Potter, alors n'hésitez pas à les voir parce que c'est très intéressant. En tout cas, je pense que ça va vous plaire. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais moi tout plein de gros bisous. C'était Xionixes et ciao.